Excelentísimo señor. Excellence, Monsieur Denis Francis, président de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs. Nous sommes à la deuxième décennie du XXIe siècle et notre humanité est aujourd'hui confrontée à des défis dont elle a hérité, mais aussi à de nouveaux obstacles qui exigent de nous une action immédiate. Nous devons voir en face ces calamités, les considérer comme des opportunités à saisir et les dépasser. La République dominicaine est convaincue qu'il est possible d'imaginer un modèle de développement humain, inclusif, juste et durable. Mais il faut que nous nous posions, à juste titre, je crois, cette question. Sommes-nous vraiment en bonne voie pour y parvenir? Les différentes crises générées par, ou dues plutôt au changement climatique, ont eu des répercussions dévastatrices pour notre planète et nos sociétés. Sécheresse, hausse du niveau de la mer, érosion de la biodiversité, phénomènes météorologiques extrêmes, entre autres calamités. Celles-ci, s'ajoutant les unes aux autres, sont devenues un passif environnemental qui aujourd'hui est une menace grave au progrès. La République dominicaine est une économie en développement dont l'empreinte climatique est négative et nous contribuons ainsi à atténuer le changement climatique. Nous appelons aussi à un usage plus large des énergies renouvelables. Mais nous savons que ce n'est qu'un pas en avant sur le long chemin de la durabilité parce que nous dépendons encore grandement des combustibles fossiles. Le pétrole, évidemment, reste un combustible très important pour nous. Et je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée en cette enceinte aujourd'hui pour attirer votre attention sur les pratiques à l'exportation des pays exportateurs de brut qui contrôlent l'offre afin de maintenir les prix élevés du pétrole brut, et ceci au détriment des pays importateurs. Je crois qu'au sein de cette assemblée représentative de tous les pays du monde, il nous faudra discuter d'un mécanisme financier qui garantira la stabilité des prix du brut pour les pays importateurs à revenus intermédiaires et à faibles revenus comme le nôtre. Je vous parlais de l'urgence climatique. Et nous avons pu adopter un certain nombre de traités qui nous permettront d'y faire face. Récemment, par exemple, l'adoption de la Convention pour la préservation et l'utilisation durable de la diversité biologique maritime en zone au-delà des juridictions nationales, le traité dit BBNJ, que je signerai un peu plus tard aujourd'hui. Mais il faut aller bien plus loin. Par exemple, en adoptant l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, qui pourrait s'appliquer à tous les pays en développement, ou encore en mettant en œuvre le fonds pour pertes et préjudices pour les pays les plus vulnérables au changement climatique. J'aimerais également rappeler qu'au mois de mai 2024 se tiendra un sommet international à Antigua et Barbuda. Il sera consacré aux petits États insulaires en développement. Nous y participerons également, évidemment, en tant que membres du comité organisateur. Il est aussi urgent de créer un mécanisme de financement à des conditions favorables pour les pays à revenus intermédiaires, de façon à ce qu'ils puissent réaliser les objectifs de développement durable 2015-2030. L'absence de moyens adaptés est justement l'une des raisons pour lesquelles la majorité des pays du monde n'ont pas réussi à réaliser les objectifs dits du millénaire. Comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations unies, le système financier international, l'architecture financière internationale est aujourd'hui en faillite. Elle est brisée. La République dominicaine est convaincue qu'une réforme profonde de cette architecture financière internationale s'impose aujourd'hui afin qu'elle puisse bénéficier à tous les pays de manière équitable. Parmi les autres effets délétères du changement climatique, il faut mentionner un effet qui concerne plus particulièrement notre région des Caraïbes, à savoir la prolifération massive de la sargasse. La sargasse est une algue qui dévore, qui rogne petit à petit les côtes caribéennes, y compris les côtes des États-Unis et du Mexique. Elle a un impact économique, social et environnemental très lourd, en particulier pour le tourisme, qui représente pour certains des pays du Caraïbe 75% de l'économie. Afin de faire face à ce problème de la sargasse, la République dominicaine a mis en place une table de réflexion multisectorielle qui permet d'engager une réflexion avec l'ensemble des pays développés. Monsieur le Président, notre engagement se manifeste
par l'adoption d'un nouveau contrat social, un contrat social plus juste, qui permettra à notre État de miser sur la lutte contre la corruption. Ça a toujours été notre priorité. Les ressortissants dominicains le réclament depuis longtemps. Et parmi les différents indicateurs internationaux sur la perception de la corruption, on peut voir que les avancées de mon gouvernement sont bien réelles. J'aimerais également rappeler que la République dominicaine a l'honneur de présenter sa candidature au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2024-2026. Les élections se tiendront le mois prochain. Cette candidature est l'incarnation de notre engagement fort pour la défense des droits humains. Chers collègues, vous pouvez, si vous utilisez votre téléphone portable, en cliquant sur l'application Google Earth, regarder l'île d'Hispaniola depuis l'espace, l'observer depuis l'Espagne, et vous verrez qu'elle est divisée en deux. D'un côté, la République dominicaine, territoire vert et florissant. Nous avons en effet su préserver nos ressources naturelles. Et l'autre moitié de l'île d'Hispaniola, elle, est desséchée. Comme aride, elle est dépourvue de cette riche couverture forestière et elle est totalement déboisée. Cette frontière naturelle n'est pas uniquement une leçon de géographie, mais aussi un appel à l'action, car voilà ce qui attend le monde, notre planète, si nous continuons d'ignorer les avertissements de la terre-mère. Mesdames et messieurs, Haïti n'est pas uniquement victime d'une tragédie environnementale. Le pays est également confronté à une instabilité politique et sociale qui pourrait menacer toute la région. Et c'est malheureusement pour moi le moment de rappeler qu'il y a 2 ans déjà, devant cette même Assemblée générale, j'ai lancé un appel et j'ai dit que depuis que le gouvernement avait pris ses fonctions, nous avons dit que la situation en Haïti pourrait déborder vers la République dominicaine et générer ainsi une réelle insécurité dans la région. Il est temps que la communauté des nations assume une bonne fois pour toutes cette question qui est absolument prioritaire et exige un suivi immédiat. Et je voudrais aujourd'hui me refaire le héros de cet appel et rappeler que depuis un certain nombre de choses se sont passées. Il y a un petit groupe de particuliers haïtiens qui s'est lancé dans la construction d'un canal qui permet le transvasement illégal des eaux du fleuve d'Arjabón en violation des traités frontaliers entre la République dominicaine et Haïti. La communauté internationale doit savoir que le fleuve d'Arjabón trouve son origine à Loma de Cabrera, qui se trouve dans le territoire de la République dominicaine. Et sur ces 55 kilomètres, il parcourt le territoire dominicain avant de déboucher dans la baie, avant de se jeter dans la baie de Manzanillo à Montecristi. Il n'y a que 2 kilomètres de ce parcours qui se déroule en territoire haïtien. Et c'est sur ce petit morceau du fleuve, du côté haïtien donc, que le canal est en train d'être creusé. Les informations dont nous disposons montrent qu'il s'agit d'une manœuvre en faveur du contrôle de l'eau de la part d'une petite élite économie politique qui doit être ici condamnée. Ce projet n'a jamais été officiellement communiqué au gouvernement dominicain et aucune documentation sur l'envergure du projet, son impact environnemental, l'identité des bénéficiaires finaux n'a été communiquée. Nous avons toutefois pu obtenir quelques informations et d'après notre analyse, ce sont des centaines de familles d'agriculteurs dominicains et haïtiens qui seraient directement concernés si le canal devait être construit. D'ailleurs, il y aurait aussi un risque d'inondation du parc industriel de Codévi qui se trouve 300 mètres en dessous du niveau du canal. Sont également menacés 19 000 travailleurs haïtiens ainsi que les habitants des villes frontalières de Dajabón et Juana Méndez. Comme si ce chantier ne menaçait pas déjà suffisamment la lagune de Saladillo, qui est là l'une des principales zones humides de la République dominicaine. Depuis avril 2021, notre gouvernement a demandé aux autorités haïtiennes à plusieurs reprises de stopper la construction unilatérale et illégale de ce chantier ou de cette œuvre, de ce canal. Le gouvernement haïtien lui-même a rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre gouvernementale, mais qu'il n'était donc pas possible d'arrêter
le chantier en raison de la crise que traverse le pays. La situation est aujourd'hui très délicate à la frontière. Alors nous ne souhaitons pas d'affrontement avec le peuple haïtien, bien entendu, mais nous devons nous défendre face à ces acteurs qui aujourd'hui menacent la sécurité de leur gouvernement, de leur peuple et de leur pays, évidemment au détriment des ressources hydriques. Monsieur le Président, le problème haïtien n'est plus entre les mains de Haïti. Il est aujourd'hui entre les mains de la communauté internationale. Et c'est la raison pour laquelle nous nous associons pleinement au discours très responsable du président des États-Unis, M. Joe Biden, prononcé hier en cette enceinte. Le Conseil de sécurité doit autoriser au plus vite la mission de sécurité prévue par l'ONU. Le Conseil de sécurité a déjà adopté 3 résolutions importantes qui mettent en place un régime de sanctions qui permettent de lutter contre le trafic illicite d'armes et qui appellent à la création d'une force de police multinationale qui doit aider la police nationale haïtienne dans le contrôle du territoire. J'aimerais remercier le Kenya pour son geste solidaire important. Le Kenya s'étant proposé pour prendre la tête de la force multinationale. Je voudrais également remercier la Jamaïque et les Bahamas qui ont décidé de contribuer à cette force par l'apport d'effectifs. Je profite de cette occasion pour remercier de façon toute particulière le président du Kenya, M. William Ruto, pour sa solidarité et ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité en Haïti et dans la région. Nous exhortons tous les pays qui peuvent jouer un rôle dans ce contexte-là, à s'associer à ces efforts louables et à agir avec détermination. Ce qui se passe en Haïti est un effondrement de l'ordre public par l'action d'éléments criminels incontrôlables qui n'ont aucune revendication politique ou idéologique à faire valoir. Et d'ailleurs, la demande d'aide formulée par les autorités haïtiennes, en particulier sous la forme de nos forces multinationales, est conforme à l'esprit et à la lettre de la Charte des Nations Unies et du mandat qui a été confié à cette organisation en faveur du droit international et de la paix. Il est évident que le processus de pacification en Haïti doit prendre la forme d'un nouveau pacte social et politique. Et dans ce contexte-là, je crois qu'il est important que la CARICOM, via son groupe de sages, puisse assumer un rôle de premier plan, en particulier afin de négocier un accord politique qui permettra de donner la plus grande légitimité à la force multinationale et qui permettra aussi la tenue d'élections justes, libres et transparentes. Dans ce contexte-là, je voudrais reconnaître les efforts déployés par M. Andrew Holness, Premier ministre de la Jamaïque. J'aimerais également remercier le secrétaire général des Nations Unies pour tout son travail en Haïti et nous l'invitons à redoubler d'efforts pour permettre le déploiement immédiat de cette force multinationale en Haïti. Nous appelons également le Conseil de sécurité à adopter la résolution le permettant maintenant, dès que possible, parce que le temps commence à manquer. Monsieur le Président, la République dominicaine, pendant des siècles, a su coexister avec le peuple haïtien. Parfois, cette coexistence a été difficile, certes, mais tout au long de ces siècles, nous avons manifesté de manière infatigable notre solidarité vis-à-vis de ce peuple. Haïti a aujourd'hui besoin de beaucoup, a besoin de nous. Je voudrais répéter que nous sommes prêts à manifester toute la solidarité nécessaire avec le peuple haïtien, mais nous n'oublierons pas non plus que notre principale mission est de défendre les intérêts du peuple dominicain. Nous l'avons toujours fait, nous continuerons de le faire. Et je peux vous assurer qu'il ne pourra y avoir de solution dominicaine au problème haïtien. Mesdames et messieurs, n'attendons pas que la prochaine mise en garde soit la chronique d'une tragédie annoncée. En cette 78e session ordinaire de l'Assemblée générale, faisons le nécessaire pour faire renaître notre détermination collective pour faire advenir un avenir plus sûr, plus inclusif et plus durable pour Haïti et pour tous et toutes. Mon dernier appel sera celui-ci. Sur cette scène internationale, nous devons agir comme nation individuelle, mais aussi comme collectivité unie. Nous partageons une vision, nous partageons un dessein. L'histoire nous jugera pour les paroles que nous prononçons en cette auguste enceinte, mais aussi et surtout pour notre action sur le terrain.
Soyons à la hauteur des attentes. Merci. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République dominicaine de l'allocution